on va faire l'appel, s'il vous plaît. Donc, Éléonore. Marie-Josée Allen, absente, a donné pouvoir à Éléonore Barthes. Éléonore Barthes présente. Pierre Bertorello. Présent. Philippe Bory. Philippe Bory. Carlos Bico. Pascal Bousquet. Retardé. Jean-Luc Chabozy. Maurice Combe. Philippe Coste. Claudine Dallery. Sandra Dulus, absente, a donné pouvoir à Pierre Bertorello. Joël Dolic. Christelle Durand. Florent Éveillard. Retardé, il y a des embouteillages. Hervé Fournet-Fayas, retardé aussi. Sandrine Fuster. Marina Garcia, absente, a donné pouvoir à Fabienne Joyeux. Laurent Guerre, absent, a donné pouvoir à Carlos Bico. Elisa Jouffreau. Fabienne Joyeux. Bruno Maury. Elisabeth Michaud. Philippe Plantade. Présent. Romuald Ponce. Didier Robert, absent, a donné pouvoir à Philippe Plantade. Alain Roux. Retardé. Arnaud Sigu. Présent. Véronique Vidalin. Valérie Oued. Je pense. Je vais pas. Bien, allez, je vous remercie. Alors, avant de commencer ce conseil municipal, il est de coutume de présenter les agents, surtout ceux de la police municipale, que vous risquez à croiser dans la ville, à la base de loisirs, un peu partout. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. Buyajar, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines, c'était au début du mois, voilà, qui nous vient de Léguevin, voilà, donc qui a été recruté il y a quelques semaines, mais avec les délais qui sont ceux de la fonction territoriale. On a eu le plaisir de l'accueillir le 1er mai. Voilà, peut-être dire un petit mot d'accueil, vous présenter, dire votre expérience. Merci. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Julien Buyajar. J'ai passé 4 ans et demi à la police municipale de Toulouse. Et là, je viens de la police municipale de Léguevin. Voilà. Bien. Merci. Voilà, donc l'équipe est au complet à 4, puisque nous avons aussi Aurore qui fait le rôle de policière, entre parenthèses aussi. Et donc, à ce titre-là, ce qui permet donc de commencer de faire des rondes le samedi au niveau de la base de loisirs, ce qui a été fait ce samedi. Tout à fait. Voilà, donc ce qui permet d'avoir des facultés supplémentaires de surveillance de la ville et de la sécurité de nos concitoyens. Voilà, donc bienvenue et merci d'avoir pris le temps de venir vous présenter pour le conseil municipal. C'est normal, merci à vous. Allez, bon courage. Merci. Bien, allez, on a désigné un début de séance, un secrétaire. Monsieur le maire, oui, excusez-moi. Oui. je voudrais quand même faire une déclaration avant de commencer. Oui, bien sûr. Parce que j'aimerais qu'on essaye de corriger le fait de travailler en vidéo. Parce que la plupart des communes autour de Bruyères, on voit les oppositions qui peuvent s'exprimer en vidéo. Ici, on n'arrive pas à pouvoir s'exprimer en vidéo. Donc je vois que dans toutes les communes, que ce soit Fenouillet, Aucamville, Balma, Castel, Ramonville, tout le monde peut intervenir en vidéo au niveau de l'opposition et nous ici on n'y arrive pas. Alors j'aimerais que dans les prochains conseils municipaux, on puisse arriver à faire cela, je vous prie. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, on a pris la demande en considération et au prochain conseil municipal, on vous doit... Oui. Monsieur Bory, votre micro, s'il vous plaît. Non, j'ai rien à dire pour l'instant. Je confirme la demande que vient d'exprimer Maurice Combe. Bien. Demande aussi que je suppose que Mme Jouffreau et Mme Dallery aussi s'associent à vos demandes. Ce n'est pas uniquement que le côté masculin. Bien. C'est la parité. Voilà. Allez, on commence. Secrétaire de séance. Donc, Éléonore nous a fait les secrétaires de séance. Voilà. Merci, Éléonore. Sur les procès-verbaux, nous avons su le 13 février où nous avons eu de votre part 23 demandes rectificatives, c'est ça, voilà, et pour lesquelles, honnêtement, voilà, dans un grand moment comme je suis un grand démocrate, je vais toutes les accepter, ce qui va vous permettre, je suppose, de voter ce procès-verbal. Donc on a mis OK sur les 23 demandes que vous avez proposées. Est-ce que ce procès-verbal vous va? Je suppose que oui.
Bien, écoutez, c'est comme le vin, ça. Bien, allez, on passe sur celui du 20 mars pour lequel on n'a pas eu de demande particulière. Je suppose que Si, je vais vous en faire la Madame demande. Jouffreau s'en charge aujourd'hui. très bien. Écoutez, je vous écoute, madame. Alors, à la fin de l'approbation du procès-verbal séance du 13 février, avant-dernière, antépénultième ligne. C'est celui du 20 mars, hein, excusez-moi. Du 20 mars, oui, pardon. Oui, on parlait 20 de mars. février, ouais, sur ça. Monsieur Maurice Combe précise que certaines communes voisines modifient leur règlement intérieur suite à des demandes de la préfecture. Il aimerait qu'on fasse pareil, comme à Castelginest ou Villemur. Ensuite, Ce qu'on va faire, madame Geoffroy, on va les écouter. Hein. Et ce que je vous propose, que vous le fassiez passer ensuite, hein, voilà, même titre. Voilà, je ne vous garantis pas qu'elles seront toutes acceptées, mais au moins elles seront toutes étudiées. Voilà, hein. Voilà. il y en a très peu. Voilà. Au niveau de l'adoption du budget primitif 2023, Monsieur Philippe Boris dit que ce budget inclut la poursuite d'une augmentation des tarifs de cantine et de l'école de musique. Cela contribue pour les usagers de ces services en termes de pouvoir d'achat à un signe négatif. C'est un effet d'accentuation des charges de la vie quotidienne qui est de plus en plus difficile pour de nombreuses familles en période d'inflation forte en croissance. Il a été rajouté donc en croissance. Par la suite, chapitre suivant, concernant les impôts locaux, la nouvelle augmentation des bases de plus de 7% va pour la 4e année consécutive impacter les foyers propriétaires. Notre ville s'est distinguée cette année dans un classement qui a été réalisé par les médias puisqu'elle est première en matière d'augmentation des impôts locaux entre 2019 et 2021. Elle cesse d'augmenter les taux de taxes foncières, c'est une bonne chose. Eu égard à la situation financière de notre commune qui continue de s'assurer un matelas budgétaire avec un peu plus de 3 millions d'excédents cumulés, avec certes de nouveaux emprunts justifiés et assimilables pour notre budget, il n'est pas pertinent de poursuivre l'augmentation des tarifs. Et là, on rajoute entre parenthèses cantine et école de musique. Deux chapitres plus loin, M. Philippe Boris propose de diminuer le taux de taxe foncière de 3,5% afin d'amoindrir les choix faits par le gouvernement. Notre capacité budgétaire peut permettre d'effectuer ce choix qui n'a pas été réalisé en 2021, contrairement à la ville de Toulouse, qui avait baissé le taux de sa taxe foncière alors que nous l'avions augmenté. Nous n'avions pas suivi les recommandations exprimées au sein de Toulouse Métropole. Et on rajoute, c'est une proposition qui prend en considération la situation de dégradation des possibilités de vivre correctement avec les crises successives et qui conduit à l'augmentation des tarifs des prix à la consommation de plus en plus insupportable. Voilà, c'est donc une proposition d'évolution de la politique budgétaire. Ensuite, page 10, mais je ne sais pas si c'est la bonne page. Au niveau de la mise à jour du catalogue tarifaire, partie enfance-jeunesse. Résultat du vote, ce ne sont pas 4 abstentions, mais 4 refus de vote. Il avait été mis 4 contre. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de la création d'un poste de chargé de coopération CTG permanent à temps complet. Monsieur Maurice Combe demande si la réunion publique a été fixée. Monsieur le maire répond que la date n'est pas encore fixée. Et ensuite, il y a 2 lignes. Monsieur Philippe Boris demande quand cette réunion aura lieu. Ça, il faut l'enlever. Ça n'a pas lieu d'être, ni que monsieur le maire répond que la date n'est pas encore fixée, puisque c'était que monsieur Maurice Combe. Parce que vous n'avez pas posé cette question. D'accord. On a dû... Pas monsieur. Ben, je pense que si c'est le cas, il n'y a pas de souci.
toujours dans la même délibération, Monsieur Philippe Boris dit que le pourcentage financier par la CAF n'est pas adéquat car la CTG est un dispositif décidé au niveau national et que, encore une fois, l'État transfère des missions aux communes. Et là, on rajoute, sans transférer les crédits à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et ensuite, on passe aux questions orales. Il y a 2 rajouts. Au niveau de la deuxième question, le stockage de goudron par la société de gestion de l'autoroute. Votre réponse, nous n'avons pas d'informations particulières à ce sujet. Je rappelle à toutes fins utiles que c'est un terrain privé avec une activité qui est autorisée et contrôlée par les services de l'État compétents. Nous allons refaire un courrier pour les alerter et leur demander de participer à la mise en valeur de notre entrée en ville en plantant de la végétation. Et il faut rajouter, et faire un effort environnemental. Et ensuite, dernière correction. Madame Jouffreau, pour comprendre, faire un effort environnemental. C'est ce que j'ai dit. Voilà, ok, d'accord. Okay. Oui, oui. Okay. Parce que sur les questions orales, voilà, c'est vos questions et c'est nos réponses. Ça ne fait pas de débat supplémentaire. Non, du tout. Non, mais c'est bon. Non, c'est juste pour ici, pour que tout le monde comprenne un peu la qualité des propos. Là. Au niveau de la question 5, rendre compte du dernier conseil métropolitain. Après votre réponse, je peux vous parler de la mienne, celle relative aux vestiaires dévolus au TFC du Stadium. Pour les 200 autres, elles sont sur le site de Toulouse Métropole puisqu'elles sont enregistrées. Et on rajoute, M. Maurice Combe précise à M. Plantade qu'il a vu voter tous les budgets et qu'il espère qu'il n'a pas voté les augmentations qu'on va recevoir plus tard. M. le maire répond qu'il vote comme il pense bien le faire et qu'il peut être surveillé. M. Philippe Boris précise que si cette question est posée, c'est qu'il est important que le conseil municipal soit informé de ce qui se passe au conseil métropolitain, au-delà de ce qui peut être vu sur le site de la métropole. Il est important de rendre compte des points essentiels. Voilà. Ok, très bien, je vous remercie. Donc, on ferait passer la liste, s'il vous plaît. Et on regardera, je dirais, au sein des services et de la majorité, et puis au prochain conseil, on revient vers vous. Bien, allez, je vous propose de passer au niveau des décisions, avant de passer au niveau des délibérations. La 20-23-05, c'est l'attribution du lot 8 pour le marché des travaux de restructuration de la restauration et des espaces à la haie existants. Attribution du lot 8, menuiserie extérieure, intérieure serrurerie à l'entreprise CGEM, qui est basée à Toulouse pour un montant total de 41 751,30 € hors taxe. Donc c'est l'attribution du lot 8, c'est le lot qui nous manquait, je suppose. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense qu'il n'y en a pas. Je vous propose de passer à la suivante, la 06, qui est la souscription d'un emprunt à hauteur de 600 000 €. Donc, il se justifie exclusivement sur le fait qu'on a eu une augmentation des coûts des matières premières, essentiellement sur la réhabilitation de la cantine, sur la réa. Donc, on a eu des coûts très très importants. Et de ce fait, nous devons faire un emprunt d'équilibre de 600 000 €. Donc, concernant la réhabilitation du groupe scolaire, dit emprunt contracté auprès de la Banque postale pour 25 ans avec un taux fixe de 3,87%. Ça a augmenté. Monsieur Combe. Par rapport à ça, vous savez très bien qu'on avait dit, il y a quelques c'est pas vieux, en 2019, vous avez dit c'était à 0%. Et de prévoir éventuellement un emprunt. Et là, on voit aujourd'hui que effectivement, les emprunts sont en train de monter en flèche. Donc voilà, c'est les taux. Donc c'est pour ça. Après, si vous voulez, on fait un emprunt quand on en a besoin. Voilà. Et là, on n'avait pas mesuré qu'on aurait 30-40% de plus voilà, sur les matériaux. Et c'est bien autre chose. Et content encore d'avoir des matériaux. Parce que je pense qu'il y a encore des projets qui sont pas encore lancés du fait que les matériaux n'arrivent pas. Moi, je suis bien placé, j'attends les banners pour le TFC. On devait les avoir pour cet été, on les aura au mieux en fin d'année. Voilà, pour vous dire aussi la complexité. Et c'est des millions d'euros. Voilà. Donc,
pas pour le TFC, c'est pour le Palais des Sports. Voilà. Pardon, monsieur le maire, au niveau des écoles, les parkings ne sont pas assez grands pour mettre des panneaux solaires comme on a fait au Super Uni éventuellement, parce que ça pourrait éventuellement nous aider Je au pense niveau pas, électricité, au niveau des écoles. Si vous avez une question comme ça, elle peut être discutée en commission, les ombrières, mais je ne pense pas que ce soit possible. Et il y a une étude là-dessus, il y a une commission d'ailleurs qui travaille sur le photovoltaïque. Donc à la limite, il y a une possibilité sur le toit, dans le futur, ça on pourra toujours, mais sur le parking, non, il est trop petit, c'est pas possible. Après, voilà. Après, si vous voulez, cette question-là qui est sensible et qui nous intéresse, hein, de la porter au sein des commissions respectives. Voilà. On a des projets, voilà, on a des projets qui sont en cours et des réflexions aussi qui se mûrissent justement sur ce sujet-là. Donc, c'est un sujet d'actualité et on y est très sensible. Sur la 07, s'il n'y a plus de questions, demande de subvention auprès de la CAF pour l'acquisition de mobilier pour l'école des 4 saisons. Montant total de la dépense 49 741,38 € TTC. Montant de la subvention sollicitée 24 870,69 €. Donc retour de la CAF prévu en juin 2023. Voilà. Donc on va être très largement aussi aidé au niveau du matériel par la CAF. Attribution du dommage du marché dommage ouvrage pour les travaux de restructuration de la restauration scolaire des espaces à l'ail des écoles existantes, c'est la 08. Le marché est attribué à la SMAC pour un montant de 11 367,77 € hors taxe. La 09, demande de subvention auprès de plusieurs partenaires pour la réalisation de travaux permettant la réalisation d'économies d'énergie. Donc les travaux prévus sont les suivants: remplacement des luminaires dans les salles rouges et bleues du complexe sportif René Albus, remplacement de 8 luminaires scéniques au Bascala, installation d'un système de régulation de chauffage aux écoles des Mésanges et Bruyères. Montant total de dépenses envisagées 79 333,01 € hors taxe. Partenaires sollicités, une subvention de 19 833,25 € auprès du conseil départemental. Ce sont des contrats de territoire, hors des écoles bien sûr. Une subvention de 19 833,25 € auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, fonds vert. Et une subvention de 7 740,90 € auprès du Centre national de la musique, le CNM, pour l'acquisition des luminaires au Bascala. Donc on a 3 subventions. Et je pense qu'on a vraiment tapé très fort, hein, puisque nous sommes très largement subventionnés pour faire des économies qui seront vraiment intéressantes pour le budget communal. Monsieur Combe. On ne peut pas faire là aussi une étude sur les parkings devant et le Bascala, parce que sur le reste c'est la fête. Mais là, sur le devant du Bascala, on ne peut pas faire une étude éventuellement pour les panneaux. Je disais, monsieur Combe, on a des contraintes qui sont celles aussi de la commune du comité. Je vais intervenir peut-être pour vous donner quelques éléments. Oui, merci. On ne peut pas mettre des ombrières partout, hein. Il y a eu une étude de la métropole qui a été réalisée il y a environ un an sur le sujet pour déterminer l'ensemble des points qui étaient éventuellement adaptés pour réaliser ce type d'équipement. Aujourd'hui, en termes d'ombrières, nous n'avons identifié que le parking qui jouxte le complexe sportif, éventuellement, mais il faut savoir que ce parking, il est quand même utilisé par les forains, en particulier lors de la fête locale, pour stationner leurs véhicules, donc ça peut être problématique en termes de dimension. Ceci dit, ça fera partie d'une étude complémentaire que nous allons lancer, et c'est à peu près tout. Voilà, il n'y en a pas ailleurs, hein. Évidemment, on pourra mettre sur le parking du Bascala, ça serait génial, sauf qu'il y a une fête locale et que pour l'instant, c'est pas la mettre ailleurs. Voilà, donc c'est pas l'objet, mais pour que tout le monde soit au courant du sujet, on est déjà sur des études sur le complexe sportif en matière d'ombrières et de couverture, voilà, donc et notamment de couverture des terrains de tennis sur lesquels on a déjà une offre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour compléter la faisabilité. Ça fait partie globalement du PPI de 2023-2024, voilà, par rapport à ça.
Bien, merci Pierre. Donc, c'est bon pour cette décision. On passe à la dernière, c'est la signature d'une convention d'occupation du domaine public pour le festival Écho et Merveille. Occupation de la base de loisirs pendant le festival Écho et Merveille du 5 au 7 mai. Redevance d'occupation fixée à 1 € par visiteur dès lors que le nombre total de visiteurs est supérieur ou égal à 20 000. 80 centimes par visiteur dès que le nombre total d'entrées est compris entre 15 et 20 000 personnes et 50 centimes dès lors que le nombre d'entrées est inférieur à 14 999 entrées. On estime, chiffre estimatif de la fréquentation, un peu plus de 28 000 personnes. Voilà. Donc, et ça répondra à votre question tout à l'heure, mesdames et messieurs. On n'a pas fait de bilan encore sur Écho et Merveille. Voilà, c'est trop tôt. Hein, ils sont partis sans doute se reposer un petit peu. Ils font les comptes. Ils vont revenir vers nous dès qu'ils auront des chiffres précis de toutes les dépenses aussi qu'ils ont à payer. Hein, voilà, hein, que ce soit les déchets ou autres, toutes les dépenses sont payées par le festival et par son directeur. Hein, donc voilà. Donc dès qu'on aura un bilan chiffré, bien sûr, on vous le communiquera. Voilà, vous étiez dans les questions diverses à poser cette question. On n'a pas de bilan. Comme on n'a pas de bilan sur le bal de la Libération, c'est encore trop tôt pour donner des chiffres précis. Et c'est un travail sérieux. Voilà. C'est bon pour les décisions, monsieur. Par rapport à ça, au niveau de la sécurité, parce qu'effectivement, on n'a pas mis le même dispositif que pour la fête locale, c'est dommage, parce que le barrage se faisait en haut, au niveau de la fête locale, là, et ensuite, pour nous, ça se faisait au rond-point. Parce qu'effectivement, on s'est aperçu que juste au niveau du Bascala, pour ceux qui habitent dans le coin, c'est l'enfer, quoi. Il faut le dire comme c'est, quoi. Parce qu'on pensait que tout le monde monterait là-bas au parking en haut, mais pour ceux qui ont des parents avec des gosses et des poussettes, c'est pas possible. Donc, je crois qu'on avait à un moment donné un terrain là, dans la rue du Gamouna. Alors là aussi, pourquoi on n'a pas pris le terrain à ce niveau-là? Ouais. Je pense qu'à-dessus, tout le monde est conscient qu'il y a eu aussi, voilà, pas des débordements, mais certains soucis de stationnement. Je pense que la commission et les personnes qui sont concernées, et la directrice du Bascala et tous ceux qui ont travaillé là-dessus, le comité, enfin plein de personnes, hein, seront à même de juger et de s'améliorer si le cas échéant. Voilà, on faisait le choix de renouveler ce festival. Moi, à mon sens, c'est oui, mais après, bon, je ne suis pas le seul à décider. Hein. Voilà, donc il faut un point complet, mais le stationnement fait partie, bien sûr, des choses qui vont être discutées et pour lesquelles on attend de l'amélioration. Et après, sur les entrées, parce qu'effectivement, pour les Bruguerois, je ne sais pas comment ça s'est passé pour d'autres, mais effectivement, si vous n'y allez pas avec toute la famille la première fois, quand vous y revenez, vous n'avez plus le ticket. Si, les gens sont revenus X fois avec le même ticket. Ouais. 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 Ça, c'est faux. Ah non, parce que nous l'ont pris la première fois, ils l'ont pris. Donc, après, ça fait qu'après, on s'est retrouvé sans ticket. Vous pouviez le garder ou le ressortir. Là-dessus, tu devais le garder. D'accord. Bon, tout ça, ça peut-être, on communiquera davantage, mais voilà, les Bruguerois n'avaient pas à payer les 5 € demandés. Monsieur J'ai été interpellé par plusieurs bénévoles bruguerois qui ont participé à la mise en place de l'ensemble du festival, et ils s'interrogeaient par rapport à la couverture en termes d'assurance, dans la mesure où ils n'avaient pas vu d'arrêté qui prenait la période du 2 mai au 8 mai, puisque ils ont occupé l'espace public du 2 mai au 8 mai, et non pas du 5 au 7, 5 au 7 étant les dates du festival. Donc j'ignore s'il y a eu un arrêté, parce que là on parle de convention, c'est pas l'arrêté. Est-ce qu'il y a eu un arrêté de publier? Ils s'interrogeaient là-dessus et les organisateurs n'ont pas su leur répondre. On a pris un arrêté sur la base pendant toute la période préparatoire du festival. D'accord, donc il y a bien eu un arrêté qui a été publié. publié. On le contrôlera, mais je suis pratiquement... Il faudrait le vérifier parce que bon, ça a fait question chez un certain nombre de personnes que j'ai pu... Puisque bon, on avait aussi nos gars qui ont travaillé en amont, hein, donc, voilà. Et après, je pense que l'arrêté couvrait la préparation et le festival. Donc, alors il est vrai, c'est un détail, hein, sur la rue de la Briqueterie, pour y habiter, et bon, il y avait du monde, mais c'était normal, hein, quand il y a une fête ou un festival. C'était le barrage qui a été organisé sur la rue de la Briqueterie, à mon avis, d'après les infos que j'ai pu avoir, c'était pas là qu'il devait être. Il a été mis au bout du lotissement de la rue du Lac, alors qu'il aurait dû être mis au niveau de l'entrée du Bascala, la plus après la Briqueterie. Donc ça a posé quelques soucis, on a vu des rotations de voitures, et je pense que certains riverains
se sont plus ou moins plaints. On a reçu des courriers, voilà, on a reçu des mails, des gens aussi qui étaient satisfaits du festival. Voilà, dans l'ensemble, c'est positif. Maintenant, il faut que ça s'améliore dans certains domaines. Et après, je pense que j'ai confiance en tous ceux et celles qui seront à même de trouver autour de Marie-Jo et bien d'autres personnes voilà, des solutions à nos petits problèmes. C'était le premier festival depuis 4 ans. Donc voilà, d'après, il faut être aussi un peu indulgent. Bien, allez, on passe au conseil municipal. Alors, on va aller sur les tirages au sort des jurys d'assises pour 2024. Je sais que vous adorez ça. Et donc, il fera 15 noms. Et chacun dit une page et une autre personne dit une ligne. Allez, pas ça. Hein? Ah, d'accord. Ouais. C'est ça, voilà. Okay. Allez, on y va. On fait le premier. Alors, je commence. Page 230. Oui. Ligne 7. Ah oui, ça ne fera pas le tour hein, aussi. Vous les gardez après? Oui. D'accord. On les laisse sur la table. Alors, 7, 230, ligne 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il faut qu'ils aient 23 ans. Donc, c'est le cas avec monsieur Isquiardo, Jean-Robert Manuel, qui habite 4 avenue du Languedoc, donc qui est né en 67. C'est bon. Nous avons le premier. J'ai du mal à trouver la ligne. J'ai pris le page 744 et la ligne 10. Alors, je suis à la 445. Non, mais c'est pas je suis. D'accord. « 443, 444. Allez, c'est compliqué. Il n'y a pas de ligne 10. Alors, quelle ligne? La ligne 6. Il n'y en a pas. Non plus, alors on a 4. 1, 2, 3, 4, oui. La dernière, hein, la dernière. Né en 60, donc c'est bon. Il s'agit de monsieur Zurdo, Z-U-R-D-O, Jean-Michel, qui habite 28 allée des Hespérides. 28. Allez, nous en avons un second. Allez, on y va. Alors, c'est pas très con ça. Alors, 350, 340, 336. Alors, 332. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né en 80. Alors, il s'agit de Madame Pavrette de la Rochefordière. Je ne connaissais pas du tout ce nom, qui habite 9 rue du Tilleul et qui est né en 80. Donc, c'est bon. Ah, voilà. Ensuite, page 231, ligne 4, s'il te plaît. Alors, 231, 1, 2, 3, 4, année en 68, c'est bon. Il s'agit de monsieur Jaquette, J-A-C-Q-U-E-T-E, Franck, qui est né en 68, qui habite impasse du Rucher. Allez, c'est bon. Page 89, ligne 4. Alors, 89, hop. Pas violent, ça. Allez, 89, 4, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Alors, né en 75, c'est bon. Il s'agit de monsieur Hervé
Carpentier, qui habite Impasse des Combes, au numéro 5. Envoyez à vous, M. Bourri. Alors, on continue. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est le frère. Alors, il s'agit de M. Michel Carpentier, qui est né en 52 et qui habite 24 avenue du Languedoc. Il en reste encore un Carpentier, si vous voulez. Alors, page 8, 1, 2, 3, 4. Né en 68, il s'agit de Marie-Rose Aliaga, A-L-I-A-G-A, qui habite 9 rue des Genêts, décidément, pour faire du covoiturage. Oui. Un petit décalage. Impasse des Combes, c'est M. Carpentier aussi. Alors, je pense que M. Carpentier ne réside plus Impasse des Combes. Il est parti à Nantes. Donc, je ne sais pas comment on opère dans ce cas-là. On maintient, et c'est bon, le juge... Oui, je ne pense pas qu'il va descendre de Nantes. Après, si vous voulez, c'est le juge qui décidera, oui. Autant sur l'âge que sur la faisabilité. Hein. Oui, non, mais bon, donc ça. Nous, on fait en fonction de... Ce qu'il y a, c'est qu'il est toujours inscrit sur les listes. On fait la liste, et après sur 15, s'il en appelle un, il y a encore assez rare. Sachez qu'il ne réside plus au 5 Impasse des Combes. Peut-être noter pour voir aussi pour la mise à jour pour les élections. Oui. Voilà. On va y écrire. Allez, on continue. Merci. Une. Alors, page 11, ligne 1. Alors, né en 83, c'est bon. Donc, il s'agit de M. Altaba Régis. Altaba Régis, 4 rue Notre-Dame. On y va. Alors, 14, 1, 2, 3, 4. Né en 86. Il s'agit de mademoiselle Anne-Pauline Aurélie Léonie qui habite 12 rue des Fleurs. Son nom de famille, c'est Delacour. On a eu tous les prénoms. Non, mais Anne, c'est son nom. Non, mais je crois que Anne, c'est son nom. Ouais. Anne, et ses prénoms Pauline, Aurélie, Léonie, et je pense qu'elle est mariée à Delacour. Excusez-moi, parce que Delacour, c'est entre parenthèses, c'est dessous. Voilà. Et Anne Jean-Luc, Anne Jean-Pierre, il y en a. Oui. À contrôler, mais je pense que Anne, c'est bon. Désolé, je n'ai pas fait l'apéro. Allez, continue. 246, ligne 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né en 68, c'est bon. Monsieur Lafay, L-A-F-A-Y, Rémi Pierre, qui habite 10 Impasse Victor Hugo. Allez. 360 et ligne 9. Alors, 360, c'est déjà dans ce sens, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, né en 40. C'est bon. Il s'agit de Madame Rénal Michel Marcel. Née Marie Venzal. 30 avenue Montauban. Madame Rénal Michel Marcel. 40, c'est pas très jeune, mais après, c'est pas à nous de.
c'est pas à nous de juger, voilà, hein, si... ouais. Bien, on continue, Madame Jouffreau. Page 67, ligne 2. Alors, alors, né en 64, il s'agit de Madame Bouillery, B-O-U-I-2-L-E-R-Y, née en 64, Brigitte Elisabeth, 5 bis, avenue du Gamouna. Donc, c'est bon, on y va, on continue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'avant-dernière. Donc, née en 99, il s'agit de Madame Gaëlle Héral, H-E-R-A-L, qui habite 24 impasse des Tournesols. On peut continuer. Alors, page 5, ligne 5. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, né en 41. Il s'agit de Madame Agulot, A-G-U-2-L-O, qui habite 35 rue des Sports. C'est bon, on a la maison de retraite là? Non, c'est pas son numéro de la maison de retraite. Ok, on continue. Alors. C'est pas vrai, hein, c'est pour ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, né en 91. Il s'agit de M. Dupré, D-U-P-R-E, Thomas, Thierry Pierre, qui habite 25 bis, route de Catentour. Ouais, c'est Dupré, bateau. Hein. Alors, suivant. Ah, c'est bon, on a les 15. Ah, je ne savais pas calculer. Bon, super, merci. Donc, je vous lis la délibération pour être dans la réglementation, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de procédure pénale et notamment ses articles L254, 267, A3613, vu le décret 2022-1702 du 29 décembre 2022, authentifiant les chiffres de la population de métropole, dont celle du département de la Haute-Garonne, 1 439 027 habitants au 1er janvier 2022. Vu l'arrêté préfectoral du 3 avril 2023, pris par le préfet de la Haute-Garonne en vue de l'établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle des jurys d'assises pour l'année 2024, considérant qu'il convient, au regard de la population du département, à raison d'un jury pour 1300 habitants, de tirer au sort en Haute-Garonne 1107 jurés, à répartir dans les communes où ils seront tirés au sort. Considérant que ce tirage au sort doit être réalisé publiquement pour toutes les communes de plus de 1300 habitants, considérant que le nombre de jurés à tirer au sort fixé dans l'annexe de l'arrêté du 3 avril 2023 est fixé à 5 et qu'il faut prévoir le triple de ce nombre, il convient de tirer au sort 15 noms à partir de la liste électorale générale. Voilà, donc des noms, bien sûr, qui vous ont été proposés. Je ne sais pas si ça se vote. Allez, on passe maintenant. M. Berthelot va vous présenter plusieurs délibérations qui sont liées aux ressources humaines. La première, c'est la modification du tableau des emplois, création des postes d'agents d'animation permanents à temps complet. Bien, donc vu le Code général de la fonction publique et notamment ces articles L313-1 et 332-8,
Vu le budget 2023, vu le tableau des emplois et des effectifs, vu l'avis du comité social territorial donc, qui a été rendu le 17 mai 2023, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Donc, considérant la nécessité d'assurer des missions d'agent d'animation péri- et extrascolaire, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il est donc proposé la création de 3 emplois d'agents d'animation permanents à temps complet à compter du 1er septembre 2023, donc pour assurer les missions d'agents d'animation péri- et extrascolaire. Donc ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire de catégorie C dans la filière et grade mentionnés ci-dessous. Donc filière animation, 4 emplois agent territorial d'animation, ATA, et grade adjoint d'animation CE. Donc, cette délibération concerne donc la création de 3 postes d'agents d'animation. Bon, les postes sont déjà existants, hein. C'est des gens qui sont en CDD et eu égard aux entretiens professionnels, à la manière de servir, et aux besoins des services. Donc, on propose de les stagiairiser, de passer donc ces 3 postes qui sont des CDD, de les stagiairiser en termes de fonctionnaires. Voilà. C'est 3 personnes qui travaillent au centre de loisirs. Des questions? Je n'ai pas terminé la délib, mais est-ce qu'on les passe toutes et vous voulez les voter une par une, comme vous voulez? Bon, celle-là, c'est bon? On va voter. Allez, on va passer une par une, peut-être, comme ce n'est pas le même sujet. Oui, tout à fait. Pour cette délibération 32, qui vote contre, ou est-ce qu'il y a des refus de vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est voté à l'unanimité, donc c'est adopté, et je vous en remercie. On passe bien sûr au point 33, M. Bertorio. Donc je ne vais pas vous relire l'ensemble des références au Code général, hein. On va se concentrer sur considérant la nécessité liée à la livraison de l'école des 4 saisons d'assurer les missions suivantes. Donc il y a 3 postes qui sont liés à des agents d'entretien plus plonge. Il y a 3 postes également qui sont des agents de cuisine polyvalents et un poste qui est lié qui est un poste d'agent d'entretien chauffeur. Donc pour détailler un peu plus dans ces 7 postes, donc il y a 3 postes, comme je l'ai évoqué, d'entretien plus plonge, pardon. Donc ce sont en temps de travail, ça concerne la création de 3 fois 12 heures à 36 heures, dont 24 heures on a un poste en fait qui est déjà existant. C'est un CDD sur lequel on va rajouter des heures, puisque finalement l'accroissement d'activité sur le second groupe scolaire, c'est un certain nombre d'heures en fait qu'on a à fournir pour que ça fonctionne. Donc il y a déjà des agents qui sont en contrat pour lesquels on va rajouter des heures, donc c'est le cas du premier poste, et il y a 2 créations pures en fait sur les deux autres postes. Voilà. Donc création pure liée uniquement à l'école les 4 saisons pour la partie entretien. Voilà pour ces 3 postes. En ce qui concerne les agents de cuisine polyvalents à temps complet, donc on a une personne qui est déjà aussi en CDD et donc on va passer sur un poste d'agent. Et il y a 2 postes à temps complet qui sont de la création pure également, qui sont des agents polyvalents, en fait à la fois qui seront sur la cantine et sur le ménage. Le dernier poste, en fait, c'est un poste d'agent d'entretien, chauffeur-livreur. Donc là, c'est pareil, en fait, on a quelqu'un qui est déjà en CDD. Il va y avoir en plus, en fait, des liens avec la cuisine centrale pour aller alimenter donc la partie restauration du nouveau groupe. Donc ça sera dédié à un poste supplémentaire.
Voilà, ça fait à peu près 17 postes. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit sur la délibération. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Ensuite, la délibération... Attends, on va la voter peut-être. Pardon, excusez-moi. S'il n'y a pas de questions, on propose de passer aux voix la délibération 33, modification du tableau des emplois. Qui vote contre? Qui refuse de voter? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est voté à l'unanimité et c'est adopté. Et nous passons à la 34. Donc la 34, elle concerne en fait une personne qui est en avancement de grade. Donc c'est quelqu'un des services techniques, hein, qui n'est pas très loin d'ailleurs on va dire de la retraite, mais c'est pas lié qu'à son départ à la retraite, hein, c'est aussi son avancement de carrière. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on crée le poste d'emploi d'adjoint technique territorial principal 2e classe, puisqu'il va passer sur ce poste-là. Et du coup, en fait, le poste qu'il occupe, c'est un poste d'emploi d'adjoint technique territorial à temps complet. Comme on n'a pas de poste particulier à pourvoir, on fait un peu le ménage dans le tableau des emplois, donc on supprime le poste. Voilà. Comme ça évite d'avoir, comme vous l'avez fait remarquer une fois, hein, il y a un certain nombre en fait de postes sur l'ensemble, mais il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Donc on essaie au fur et à mesure en fait de le mettre un peu au goût du jour. Oui, comme ça c'est transparent, il y a une certaine clarté dans les tableaux qu'on vous propose. Bien, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires dessus, on peut le passer aux voix. Qui vote contre? Est-ce qu'il y a des refus de vote? Des abstentions? Pas d'abstention, c'est voté à l'unanimité, donc c'est adopté, je vous en remercie. On passe à la 35. Alors, ça c'est du modification de 2 emplois, donc de 2 emplois, modification du temps de travail. En fait, ça concerne donc deux agents donc qui vont passer sur des postes à temps complet. Donc c'est pour ça que, alors il y a un agent qui est lié à la restauration collective, hein, et il y a un emploi donc c'est la SVP qui est à la police municipale, voilà, qui va être à temps plein. Donc toutes les deux seront à temps plein. À temps plein sur le grade d'adjoint technique territorial? Elle va être sur, oui, tout à fait, ouais. Sur les mêmes grades qu'elles ont, mais elle passe à temps complet. Elle passe à temps complet. C'est leur demande. Hein. C'est leur demande. Non, je pensais qu'elle, comme elle était à la police, qu'elle gardait un grade de police municipale. Pour l'instant, elle est à SVP. Non, mais à ma connaissance, elle n'est pas... Elle n'est pas de la police. SVP. Oui, c'est pas une police. Elle n'a pas le statut policier municipal. Oui, mais avec des missions qui sont différentes de celles d'un policier classique. D'une part, c'est le port d'armes. Elle porte l'uniforme, quoi. C'est pour ça, quand même. Oui, mais après, voilà, certaines tâches ne peuvent pas être faites par cette personne. Il y a aussi des limites par rapport au poste. Elle ne peut pas avoir le statut d'agent de police. Elle peut verbaliser sur des secteurs. Voilà. Puisqu'elle est à SVP. Oui, d'accord, ok. Après, c'est bien, ça permet d'avoir une 4e personne et ça valorise cette personne-là. Et voilà. On peut passer aux voix. Donc, sur cette 35, modification du temps de travail de 2 emplois. Qui vote contre? Est-ce qu'il y a des refus de vote, des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Bien, donc c'est adopté. On passe à la suivante, c'est la modification du tableau des emplois, c'est la suppression des postes. Donc là, c'est toujours la même logique. Hein. En fait, c'est des postes qui existent dans le tableau des emplois et qui sont plus pourvus parce que les personnes sont parties ou ne sont plus physiquement là et n'exerceront pas le poste. Ça correspond donc effectivement à... On a 3 postes sur ce point-là. Il y avait un poste à la médiathèque, donc c'est une personne qui est partie depuis assez longtemps. Il y en avait également aux écoles et une personne à l'entretien. Voilà. Donc comme ça, voilà, ça permettra quitte à recréer après un poste si on a besoin. Non, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà.
Donc sur la suppression des postes, on va la passer aux voix. C'est la 36 qui vote contre, des refus de vote, des abstentions, toujours pas. C'est voté à l'unanimité. Bien, c'est adopté. On passe à la suivante, je crois que ça me concerne. Attribution des subventions aux associations. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 23, 11, 7 et 21, 31, 11, vu l'avis de la Commission Finances et Écologie en date du 16 mai 2022, considérant que l'attribution des subventions aux associations doit faire l'objet d'une délibération distincte de celle du vote du budget, considérant que les associations pouvant recevoir une subvention communale sont celles ayant complété le dossier de demande et œuvrant dans l'intérêt de la commune. Considérant que les montants proposés sont déterminés en fonction des critères suivants: effort d'autofinancement, intérêt local, mise en place de manifestations, accueil des jeunes et personnes âgées. De plus, pour les associations sportives est également étudié le niveau de jeu ainsi que le sport collectif ou individuel. Étant précisé que le montant de la subvention est calculé à partir du montant des dépenses liées à l'activité, auquel on soustrait l'excédent de trésorerie qui correspond au dépassement et au moins 20% du montant total des dépenses. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer les subventions suivantes. Donc, ce coup-ci, on a appliqué la critérisation, parce que pendant 2 ans, période de Covid, on avait repris de façon, je dirais, autoritaire et de façon classique les subventions versées il y a 3 ans. Et là, cette année, de nouveau, on a fait le calcul précis en fonction des dossiers et des sommes données par les associations, ce qui donne, pour 2023, on vous propose, pour l'âge d'or, 3007 €. Anciens élèves, 500, donc vous savez que c'est le minimum pour les associations, pardon. Bac 2000, 907, comité d'entente 500, don du sang 500, FCPE 720, l'amicale 500, art et imagination 500, le chant des Giroux 500, cœur de lune 500, FGEP 12 000, c'est plafonné, loisirs et culture 500, taekwondo 2165 €, le BBC, le basket 8477 €, le handball 31 9600 €, le BSC football 6166 €, cyclopassion 567, le judo 1380, la boule lyonnaise 3000, le motoclub 500, la pétanque 3436, le tennis 6560, le vélo club 592, l'UCEP 500, les DDX 500, la chasse 500, le comité fête 16 840, c'est hors critère, puisqu'on a des subventions qui sont liées à ce partenariat pour la fête locale. Le rugby 4002, même cas, c'est forfaitaire. L'amicale du personnel 500, les amis de Sali 310, Arémo 800 également, hors critère, parce que la trésor peut varier selon, je dirais, les factures qui payent à Mauritanie. Vie libre 90 €, Marie-Louise 320 €. Nous arrivons toujours sur un total qui avoisine les 87 637 € de subventions municipales, qui seront versées en 2 fois, vous le savez, je crois que c'est 75% maintenant, et 25% plus tard. Toutes les associations sont représentées là? Oui, en fait, toutes celles qui ont fait des demandes. Vous savez. Par rapport à l'année dernière, on ne peut pas comparer au niveau du total. On peut comparer, mais sachant que l'an dernier, il y a 1 ou 2 associations qui n'avaient pas demandé la subvention. Voilà, c'est ça, la chance. Donc ce coup-ci, ça a été le cas. Elles ont demandé toutes les subventions, okay. Sauf l'aéromobilisme. Voilà. Oui. Ensuite, j'aurais aimé souligner ce qu'on avait dit il y a 2 ans, éventuellement avant le Covid, c'est que pour les clubs sportifs qui ont, parce que j'ai vu qu'il y a l'histoire de 20% de dépassement, parce qu'effectivement, les fédérations nous obligent éventuellement pour les clubs sportifs à avoir pratiquement un budget d'avance pour les années qui arrivent, suivantes. Alors il s'avère que de plus en plus, ils bataillent là-dessus parce que ceux qui ont des salariés, on est obligé d'assurer, entre parenthèses, l'année qui arrive. C'est-à-dire que pour moi, comme en tant que représentant sportif, j'assure aux salariés l'année qui va arriver 2024. Donc effectivement, on a tendance à dépasser les 20%, parce que quand on a un salarié, moi je sais ce que ça coûte aujourd'hui, effectivement on a ce problème-là. Donc est-ce que vous avez calculé par rapport à ça? Parce qu'effectivement, on risque de pénaliser les clubs sportifs éventuellement. Après, on est très haut dans les associations, je pense que, je ne dis pas qu'elles sont confortables, mais elles existent.
Et je ne pense pas qu'il y ait trop de salariés dans les associations. Donc chez nous, le handball, vous pouvez en parler, FGEP... Moi, je peux te donner un exemple. J'ai 13 salariés au FGEP et on provisionne dans notre bilan provisionnel, dans notre budget provisionnel de l'année d'après, on provisionne de quoi payer les charges salariales et la masse salariale de... Voilà. Donc c'est notre gestion prévisionnelle, c'est la gestion prévisionnelle de ton association qui te permet de dire l'année prochaine, il me faut un minima évidemment. Après il faut que les adhérents soient au rendez-vous. Ça évidemment c'est la surprise après au forum des assos, mais bon, si en général on a eu des baisses comme beaucoup pendant les périodes Covid et depuis ça a quand même bien repris. Après on a la chance d'avoir la mairie qui nous aide en tant que subvention, mais après, à toi, association, à gérer ton budget provisionnel. Ça ne pénalise pas la FGEP, même si, parce qu'il est déjà hors critère. Il est plafonné à 12 000 €. Donc pour eux, il n'y a pas de... Et sachant que ça peut baisser, maximum de 20%, augmenter pas plus de 20%. Voilà, il y a aussi un lissage qui se fait sur la critérisation. Voilà. Donc, on a pris note, mais je ne pense pas qu'il y ait un gros impact, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salariés, hormis la FGEP, dans les associations sportives. Il y a beaucoup de volontaires, mais il y a aussi pas mal de bénévolats. Il y a sans doute des défraiements, mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'il y ait des fiches de paye. Au triple. Ce qui me concerne au niveau des sports de combat, aujourd'hui, c'est des salariés, la plupart, diplômés d'État. Oui. Moi, je vous dis, je sais ce que ça me coûte. Ça coûte 15 000 € par an. Donc il faut sortir. Peut-être, je ne sais pas, taekwondo, judo, je ne sais pas. Après, on le regardera, mais bon. On a pris en compte votre demande, ou tout au moins votre réflexion. On peut le voter. Donc, sur le vote, il faut que les personnes... Pardon, M. Bourri. Oui, simplement, bon, je l'ai exprimé lors de la commission des finances, au cours de laquelle on a pu avoir ces informations. Il me semble intéressant qu'on ait pu avoir accès aux critères de manière plus précise, critères qu'on avait demandés en 2020, mais qui n'étaient pas diffusables à l'époque. Donc on ne peut que se féliciter, même si c'est 3 ans plus tard, d'obtenir une réponse positive à la demande que nous avions faite en 2020. C'est ça l'après-Covid. Bien. On peut passer au vote. Simplement, toutes les personnes qui sont dans les bureaux ne prennent pas part au vote. Donc voilà, pour Mme Jouffreau et Mme Dallery, c'est le cas pour simplement une subvention, la vôtre. Après, pour le reste, vous pouvez intervenir, pour les voter. M. Coste pour le hand, M. Bruno Moury pour la FGEP. Après, je pense que c'est tout. Donc, hormis ces 4 personnes, sur les sommes qui les concernent. Non. Donc c'est uniquement si on est au bureau, voilà, dans l'exécutif. Okay. Donc je passe voir qui vote contre. Est-ce qu'il y a des refus de vote? Pas d'abstention. Abstention. Donc Bruno Maury, Philippe Coste, Madame Dallery, Madame Jouffreau. Ce sont les 4 personnes qui s'abstiennent sur la subvention qui les concerne. D'accord? C'est bon? C'est voté? Après. Merci. Allez, on passe au point suivant. Monsieur Bertorello, je crois, c'est une situation exceptionnelle pour les associations fêtant leur anniversaire. Peut-être moi, je ne sais rien. Vous me corrige. Simplement, ça fait partie des délibérations que nous prenons aussi dans le cadre des associations et de leur subventionnement. C'est pour qu'on puisse tout bonnement leur payer auprès de la trésorerie quand ils font leur anniversaire. Donc, dans ce cas-là, il y a les DDX qui sont concernés, à l'imagination et le rugby. Voilà. Je pense. Le rugby, là, je pense qu'il faut les 10 ans. Là, j'ai les 10 ans, c'est pas sur 73. Parce que là, ça fait 50 ans. Non, mais alors, il y a une chose, on a plafonné cette subvention. Oui. D'une part, parce que ça ne fait pas 50 ans qu'ils sont chez nous. Non, parce que c'est 50 ans à Saint-Jory. Il y a une entente avec Saint-Jory depuis, on va dire, 10 ans. On a fait au prorata aussi des licenciés. Si vous voulez, on n'a pas donné la totalité de la subvention.
Et ensuite, on a appelé aussi la mairie de Saint-Jory pour qu'il n'y ait pas d'écart ou de différence entre l'association qui verse eux et nous. Il ne faut pas que nous on verse 1000 euros si on verse 200. Ils sont quand même plus concernés par le rugby que nous. Donc, on s'est entendu aussi entre les villes pour donner 500 euros. Voilà, c'est déjà bien. Et je rappelle aussi que les clubs ou les associations concernées doivent faire aussi une manifestation à laquelle la ville doit être invitée. Voilà. Et aussi en retour, on ne donne pas 500 euros comme ça. Il faut qu'il y ait aussi une manifestation qui valorise d'une part la ville et l'association. Donc ce sera une exposition, ça sera sans doute des rencontres de rugby. Voilà, il y aura un événement pour justifier ça. C'est possible de mettre l'adhésion de Bruyères, les 10 ans de Bruyères en dessous, Saint-Jory en 73 et Bruyères il y a 10 ans. Quoi. On a fait une quote-part. Voilà. Ils se demandaient pour 50 ans, on a refusé ça parce que ça ne fait pas 50 ans. On s'est entendu, je pense que 500 euros c'est quand même une belle somme. Si Saint-Jory en donne la même chose, ça fera 1000 euros, ce qui permet de faire un événement pour les jeunes et pour le club, voilà, qui sera sans doute très apprécié. Hein, voilà. Qui marche. Bien, allez, sur ça, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des refus de vote, des abstentions? C'est voté à l'unanimité, donc c'est adopté et je vous en remercie. On passe au point suivant. C'est une adhésion à l'association Les Amis de la Gendarmerie. Vu les statuts de l'association Les Amis de la Gendarmerie enregistrés le 10 octobre 2013 à la préfecture de police de Paris modifiée, considérant le courrier de M. Francis Pitié, président du comité de Toulouse et Saint-Michel en date du 8 mars 2023, considérant la volonté de la commune de Bruguière de confirmer par cette adhésion son soutien à la gendarmerie nationale et au-delà à l'ensemble des forces de l'ordre qui concourent au quotidien de notre tranquillité et notre sécurité. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'adhésion de la commune à l'association Les Amis de Gendarmerie, la gendarmerie, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les documents inhérents et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de s'engager à verser annuellement le montant de cette cotisation qui aura lieu sur appel de fonds de l'association et sur le compte de cette dernière. Le montant de la titre de 2023 est de 100 euros par an. De préciser que les crédits nécessaires sont imputés au compte 6281 du budget principal. Voilà, donc beaucoup de communes adhèrent. Voilà, donc ça a semblé intéressant pour les raisons que je viens d'évoquer et de dire que Bruguière participe pour 100 euros par an à cette association qui concerne bien sûr la gendarmerie. Il n'y a pas de débat. On peut le passer au vote. Oui, monsieur Bourri, allez-y. Simple remarque. On parle de soutien à la gendarmerie, très bien, mais le meilleur soutien qu'on puisse donner à la gendarmerie, au-delà, je dirais, de ce qui est écrit dans la délibération, c'est de leur permettre de voir une augmentation de leurs moyens pour qu'ils puissent accomplir leur mission, afin que les communes ne soient pas obligées de pallier à des insuffisances. Sur le secteur, il serait intéressant de savoir si les effectifs de la gendarmerie de Saint-Jory suffisent au regard de l'augmentation de la population, de l'urbanisation et des problématiques qui se posent. Et peut-être qu'être ami de la gendarmerie, c'est aussi les soutenir dans ce sens-là, sachant que les gendarmes ont peu de moyens de revendication et je dirais de progression au travers d'organisations syndicales, puisqu'ils n'ont aucun droit en la matière. Après, oui, ça se fait, M. Bourri, ça se fait, puisque nous recevons régulièrement avec Didier Robert le commandant, nous voyons le lieutenant, enfin le capitaine. Voilà, chaque fois on discute des effectifs qui ont augmenté à Saint-Jory de façon, je dirais, significative. Ce qui manque un peu, c'est les locaux, voilà, pour faire simple. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Mais croyez-moi, oui, les effectifs augmentent. Je ne dis pas qu'ils sont suffisants, il en manque toujours, mais après il y a des polices de nuit. Il y aura une gendarmerie mobile à Saint-Jory. Au départ, on voulait l'accueillir à Bruguière, mais il faut qu'elle soit près d'une gendarmerie. On ne peut pas l'avoir dissociée. Et une gendarmerie que de nuit, avec 8 personnes. Donc, qui va tourner que toutes les nuits. Et donc, la GECO servira simplement de point de relais. Voilà, il y a tout ça qui se met en place. Et moi, je vois le commandant régulièrement. On le voit entre 2 et 3 fois par an. Et ce sont des sujets qu'on aborde. Donc, certes, il ne peut pas revendiquer, mais s'il y a vraiment un souci, il le dirait au maire qui dirait directement au commandant des problèmes d'effectifs.
Je ne pense pas que ce soit le cas, très honnêtement et très personnellement. Et voilà. Et notre soutien en tant qu'élus, on sait fort bien qu'eux ne vont pas pouvoir revendiquer des moyens supplémentaires, même si à l'interne ils discutent quand même. C'est une armée, la gendarmerie, où le dialogue existe certainement plus que chez les parachutistes. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de pouvoir interpeller nos représentants élus nationaux au Parlement pour qu'ils se saisissent de la nécessité d'augmenter les effectifs, voire les points de gendarmerie, parce qu'on parle de gendarmerie à Saint-Jory, peut-être que depuis 20 ans, la situation ayant changé, c'est peut-être une autre gendarmerie qu'il va falloir implanter sur le secteur pour qu'il y ait des locaux et qu'il y ait une meilleure couverture du territoire. On parle d'une nouvelle gendarmerie dans le secteur nord, où Bruguière est concerné, voilà, donc c'est pas des pourparlers, c'est simplement qu'il y a peut-être besoin d'une gendarmerie différente, secondaire ou plus importante, mais ça c'est pas moi, c'est le général qui le dira. Ceci étant, voilà, et ensuite, chaque fois qu'on le peut, on le dit à nos députés. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu dire à Jean-François Portarieux et j'ai pu dire à Corinne Vignon également. Voilà, donc, et on a fait ici à Bruguière un séminaire avec les gendarmes, le commandant et 2 ou 3 maires et Corinne Vignon qui on a parlé de la gendarmerie en tant que telle, et on a parlé de tous les sujets de la gendarmerie, aussi bien leur action, comment ils sont ressentis. Voilà, on a passé 2 heures à discuter librement de ça. Donc voilà, chacun a pu s'exprimer. On a des moments, je dirais, en tant qu'élu, qui permettent, je dirais, de défendre et d'être ce que vous dites, des acteurs pour défendre la gendarmerie. Voilà, je pense qu'on le fait. Après, peut-être que vous avez d'autres échos, mais nous... Les annonces qui ont été faites par le gouvernement et le président de la République en particulier sur la création de moyens supplémentaires en gendarmerie et police. Donc, sur l'agglomération de Toulouse, quid des effets d'annonces pour l'instant, puisque ce sont des annonces. Après, dans le PLUH, bon, je ne sais pas si ce sera quelque chose qui sera acté ou pas, on a peu d'espoir quand même. Fait, bon, on a demandé que le terrain de Pujol puisse permettre d'accueillir un jour une gendarmerie, c'est le cas échéant, le général faisait le choix de la ville de Bruguière, ce qui lui plaît bien. Voilà, Bruguière était en très centrale, permettrait peut-être d'accueillir ça, sous des conditions aussi après qui se discutent. Voilà, après, il y a le côté financier également. Mais voilà, donc le PLUH, pour l'instant, avec la loi résilience, nous pénalise. Voilà, donc on en est à ce stade. Bien, écoutez, on a bien parlé de ça. Donc maintenant sur l'adhésion à 100 €, ça c'est moins coûteux. On peut le passer au vote. Qui vote contre? Des abstentions ou des refus de vote? C'est voté à l'unanimité. Très bien, c'est adopté et je vous en remercie. Fabien Joyer, on va vous parler de 30, 32, 34 et passés églantines, instauration d'un périmètre, c'est un PUP. Voilà. Donc, vous avez lu la délibération, donc je vais juste vous expliquer pour faire un petit peu plus court parce qu'elle est très longue. C'est la société Limo qui achète 3 terrains et qui souhaite réaliser 110 logements seniors. Donc il y a 3 terrains qui sont achetés, 2 à Delpuy, 1 à Granana et 1 à la famille Renaudi. Comme vous le savez, cette voirie ne permet pas le passage de véhicules lourds depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, à ce jour, les actuels riverains apportent leurs OM au point de regroupement rue des Sports. C'est pourquoi nous souhaitons conclure un PUP travaux avec la société Limo. Cet aménagement permettra aux ordures ménagères d'avoir la possibilité de faire du porte-à-porte, bien évidemment. Et il y aura également dans les travaux l'effacement des réseaux, les raccords électriques, tout ce que vous avez vu sur la délibération. Il faut se rappeler que pour permettre aux ordures ménagères de pouvoir accéder dans l'impasse des Églantines, la commune a acheté en son temps à la famille Sanchez-Topan au fond de l'impasse un morceau de leur parcelle. Et quelques années avant, on avait acheté également du terrain que M. Estab avait vendu à la famille Garcia et nous avons acheté du terrain pour pouvoir, quand on sort de l'impasse des Églantines, il n'y a pas trop de visibilité pour rejoindre la rue des Sports. Donc pour qu'il y ait un élargissement, nous avons déjà participé à l'achat de parcelles de terrain pour pouvoir élargir autant que faire se peut cet accès. Voilà, avez-vous des questions sur ce... Si je ne me trompe pas, au départ, il n'y en avait que 80. On est passé à 110 là. Au départ, on avait dit 80. C'était des pourparlers, tu le sais. Voilà. Entre-temps, 2 terrains ont été vendus.
Parce qu'au départ, c'était 80 sur le terrain de la famille Delpouy. Et les deux parcelles qui sont devant, une qui appartient à M. Renaudy, M. et Mme Renaudy, et l'autre qui appartient à Granana. Voilà. Et c'est pour ça que de 80, on est passé à les 110, sachant que dans les 110, nous avons demandé 26 logements seniors sociaux. Et une salle sera réalisée pour pouvoir transférer l'âge d'or pour faire, si tu veux, un seul point de rassemblement pour les seniors. Ok. Au niveau des logements sociaux, là, on peut compter combien alors finalement là dans l'ensemble? C'est pas 110 là. Alors il y a 26 qui sont pris de fait, oui. Et en principe on va voir comme pour l'EHPAD. L'EHPAD, ils nous ont pris une trentaine de logements qui rentrent dans le logement dans les logements sociaux parce que c'est de l'hébergement. Donc on verra, mais ça je te tiendrai au courant, je vous tiendrai au courant quand j'en saurai un petit peu plus. Ça doit passer d'abord au contrôle de la légalité. Donc à ce moment-là, on en saura plus. Sur cette opération, pardon, oui. Sur cette opération, vous dites l'EHPAD en on a l'EHPAD à Xeraco. Ouais. Pour l'EHPAD, la préfecture nous autorise, parce qu'il y a des personnes, financièrement... Dans l'EHPAD actuel. Absolument. Voilà. Mais sur les 110 logements de cette résidence, on ne le sait pas encore. Ce senior, on serait autour de 26. Alors, c'est pas autour. Il y en a 26 dans les 110, il y en a 26 sur. Après le reste, ça dépendra. L'espèce, ça dépendra. On vous tiendra au courant de ce qui sera accepté. Après, celle de Saint-Alban qu'on va inaugurer bientôt, la semaine prochaine, je crois, oui. Il n'y en a aucun. Oui, après, c'est des choix. Il n'y a aucun logement social. Okay. Donc, je veux dire, nous, on a quand même mis 26. Voilà. Et avec une salle mutualisée, comme a dit Fabi, qui permettra, si on le souhaite, si vous le souhaitez, de délocaliser l'âge d'or pour faire sur 300 mètres carrés. Des seniors à gauche et des climatisé, voilà, une salle, je dirais, agréable, avec un petit jardin. Voilà, on avait des plans. C'est quand même, c'est pas luxueux, mais c'est confortable. Voilà, donc, et nous, on récupérera des locaux. Oui. Une réflexion à avoir, vous l'avez peut-être eue, j'imagine. 110 logements seniors, ça veut dire 110 à 220 personnes d'un certain âge. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur les conséquences que ça peut avoir par rapport aux infrastructures, aux moyens de transport collectifs qui sont un peu catastrophiques sur la commune, par rapport également à l'ensemble des activités qui peuvent être faites et sur le champ de la santé, puisque on est quand même dans des situations où on risque d'avoir une augmentation du besoin de médecins à proximité de cette résidence senior, ou si ce n'est pas à proximité, mais donc il y a un potentiel. Donc les conséquences en termes d'infrastructure et d'effet d'une telle réalisation sont à réfléchir en amont, pour ne pas courir après les solutions qu'il faudra trouver dans l'urgence. Non, en amont, on a bien sûr réfléchi et surtout on a fait venir une société spécialisée justement dans les résidences seniors, comme vous voyez à Saint-Alban. Là, ils sont en pourparlers avec une deuxième société pour voir qu'est-ce que c'est qui est le plus avantageux et le plus intéressant pour travailler, sachant quand même que ce seront des appartements de type T2, T3. Voilà. Donc vous aurez des personnes seules ou des couples. Voilà. Après, je pense que personnes, on va dire, pour arrondir. Oui, 200 personnes. 200 personnes d'un certain âge qui vont avoir des besoins plus particuliers sur le champ de la santé, sur le champ des déplacements. Tout à fait. Après, monsieur et des aides à leur apporter pour un certain nombre d'entre eux, s'il y a des logements sociaux notamment. Monsieur Bory, après, il peut y avoir aussi des navettes, voilà, il peut y avoir des sujets qui seront étudiés au CCS, dans le cadre du CCS. Et après, il peut y avoir un système privé, ça existe. Avec, oui, c'est pour ça, si vous voulez, ce sont ces sociétés spécialisées dans les résidences seniors qui nous apportent les éléments et de ce qu'ils proposent à leurs résidents. Parce qu'après, il y aura des propriétaires et des locataires, il y aura. Par contre, là, vous êtes un peu dans le négatif, moi dans le positif. Je ne suis pas du tout dans le négatif. Non, mais je suis dans l'interrogatif pour savoir si ce projet a fait l'objet d'une réflexion qui va au-delà du fait qu'on a des logements sociaux qui vont être comptés. Donc ça, c'est une chose qui permet de rattraper le retard qu'on a dans la commune. Et d'autre part, est-ce qu'on a réfléchi à la capacité dans notre commune à accueillir 200 personnes âgées supplémentaires avec les besoins particuliers que peuvent avoir ces personnes dans ces nouveaux logements. Oui. Si c'est le cas,
donnez-nous le mode d'emploi et les suites qui sont données en termes d'anticipation. Si ce n'est pas le cas, c'est une interrogation qu'on devrait avoir. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que nous avons beaucoup de personnes dans la commune, dont bien sûr, je ne peux pas dire les noms, des personnes qui sont veuves et qui nous ont rencontrés, qui ne peuvent pas rester dans leur logement, parce que ce sont de grandes maisons sur Bruguière, et qui demandent depuis de longues années d'avoir cette résidence senior. Voilà, il y a déjà pas mal de personnes, et on m'a dit que sur Saint-Alban, déjà, c'était pratiquement complet. Une chose est sûre aussi, moi je me félicite, c'est que ce sont des personnes qui vont consommer localement. Voilà. Donc, autant chez le primeur, le boucher, la pharmacie et autres, voilà, ce sont des personnes qui ont dynamisé encore plus le commerce local. Et nous sommes tous sensibles à ça. Voilà. Donc, c'est quand même... Alors senior, c'est 60 ans, 65 ans. Faut dire et on a demandé 80 à 90, ouais, 80 à 90 places de stationnement. Hein, c'est un message, monsieur Bory. Bien. Allez, donc sur ce pub, monsieur Combe, oui. Moi, ce que j'ai regardé là, c'est par rapport à d'appliquer une exonération de la part intercommunale de la taxe d'aménagement dans le périmètre de la convention pendant une période de 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils ne payaient pas la taxe d'aménagement. C'est la loi. Ils payent, voilà, ils payent le pub à hauteur de... Voilà. Bien, merci Fabienne. C'est bon. On a répondu, je pense, à toutes les questions ou interrogations. On peut le passer au vote. Donc, qui vote contre? Est-ce que les abstentions? C'est voté à l'unanimité. Très bien. Écoutez, je vous en remercie. On passe au point suivant. C'est toujours Fabienne. C'est l'acquisition d'une partie d'un fossé non busé appartenant à la famille Pédénou pour entreprendre les travaux de busage aux frais de la commune. Allez, on y va. Pour faire simple, je vais vous prendre les deux délibérations, la 41 et la 42, car c'est situé au même endroit. Il s'agit donc d'un ancien dossier que nous régularisons. En bas de l'impasse des Cygnes, il y a 3 riverains qui sont propriétaires d'une moitié du fossé, l'autre moitié appartient à la commune. Et ça fait des années que c'est compliqué. Un des propriétaires a déjà busé en 2013, pour dire que c'est un dossier qui est un peu ancien. Les frais étant à sa charge, il a busé le fossé et nous, on lui a laissé par convention notre moitié de fossé. À ce jour, il reste 2 propriétaires, la famille Pédanou, comme vous voyez, et Ney, qui, eux, ne souhaitent pas buser à leurs frais, et le propriétaire Blot, qui termine l'angle, qui, lui, souhaite buser à ses frais. Il a donc été décidé, avec l'ensemble des parties, et Toulouse Métropole compris, de buser le fossé. La famille Pédanou-Ney ne payant pas, c'est la commune qui paye, mais qui récupère leur terrain, leur partie de parcelle. Par contre, la famille Blot, c'est l'inverse, elle prendra à sa charge, comme M. Dufaux, qui est à l'autre angle, le busage, et pourra donc avoir la jouissance de la partie communale. Bien entendu, comme pour tous les autres qui avaient déjà eu un busage en descendant de la rue de la Briqueterie, des conventions sont établies. Alors, c'est un modèle et comme vous avez mis, ce n'est pas la convention. Des conventions sont établies chez le notaire et sont enregistrées aux hypothèques. Donc, la partie qui sera de Bruguière, ça nous permet de, même si c'est eux qui sont dessus avec leur grillage, nous pouvons toujours intervenir et toujours récupérer notre parcelle, bien sûr, et faire l'entretien. Monsieur Bourri. Voilà, la question c'était par rapport à l'entretien, parce qu'on a quelques soucis de fossés quand même dans notre commune, et d'entretien des fossés. Et je voulais savoir, là, comme il y a 2 cas de figure, on va dire, deux personnes qui vont garder le terrain, finalement, ils vont être propriétaires du terrain, qui entretient. Est-ce qu'il y a une différence? Alors là, est-ce non. que tout est entretenu? Il ne peut pas y avoir une différence. Absolument pas. Voilà. On a déjà fait un regard il y a quelques années, en 2013 ou 2018, je ne sais plus, 2018. On a fait déjà un regard pour 2000 et quelques euros. C'était moitié les riverains, moitié la commune. C'est compliqué, monsieur Bory, vous le comprenez. Donc surtout que ce sont des eaux qui descendent des coteaux. Le fossé qui alimente la base. Complètement. Voilà. Alors, de fait, on est bien... Alors, bien sûr, la parcelle leur appartient pour moitié, mais l'autre, elle est à nous. C'est très compliqué, sur Bruguière, comme vous dites. Hein. L'entretien va être fait avec les services et les agents de la métropole. Tout à fait.
Tout à fait, voilà. Donc il n'y a pas. C'est pour ça que je vous ai lu les deux pour comprendre. Ils sont 3 riverains en bas de l'impasse des Cygnes. Monsieur Dufault, c'est fait. Les 2 autres, c'est pas fait. On termine un passé. Voilà. Si on insiste par rapport au nettoyage, c'est parce que derrière la base, on en est toujours au même point. Hein. C'est-à-dire que je suis allé voir l'autre jour le fossé, il est avec 50 cm. Et on a coupé les herbes, elles sont restées sur les grilles. Donc ce qui veut dire que l'eau ne s'évacue pas de nouveau. Hein. Donc on devait avoir un plan. Je vois que le plan, vous ne l'avez pas fait passer. Non, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire que là aussi, on a quand même un travail à faire parce que les voisins, là, ils se plaignent qu'on a des moustiques en pagaille et que l'eau ne s'écoule pas, quoi. Donc, alors, c'est un peu compliqué derrière la base. Tu peux passer à Méris si tu veux, Maurice, parce qu'il y a des morceaux qui appartiennent encore. On est en train de le récupérer. C'est à l'État. Hein, c'est directement à l'État, les parcelles qu'on récupère. On veut récupérer les parcelles. Quand l'autoroute a été faite, il y avait des parcelles qui appartenaient aux ASF, des parcelles qui appartenaient à l'État. Et c'est encore en l'état, c'est le cas de le dire. Donc, nous avons contacté les services de l'État pour récupérer ces parcelles. D'ailleurs, je pense qu'on prendra peut-être des délibérations, je ne sais pas, voilà, vous le verrez. Et sur ces parcelles passent ces fameux fossés. Donc, on leur a fait bien valoir que malgré tout, on faisait un petit entretien quand même. Donc, c'est très très compliqué entre le privé, l'État, les AFS, la commune, c'est pas simple. La GEMAPI. La GEMAPI et Toulouse Métropole, il y a des moments, on s'y perd. Je peux vous le dire. Le syndicat de l'air, N'en rajoutons pas. En plus. Voilà. Allez, on peut le passer au voix. C'était 41 et 42, c'est ça? Si vous êtes d'accord, donc qui vote contre? Des refus de vote, des abstentions? Toujours pas. C'est voté à l'unanimité. Bien, c'est adopté. La 43, des affectations et déclassements du domaine public de 2 parcelles, voilà. 166, 167, route de Castelgien, c'est avenue de Bruguet. C'est un rond-point et piétonnier. Alors, c'est toujours des dossiers qui sont très anciens. C'était la propriété précédemment de M. Bayonne, que vous avez dû connaître, et qui, quand il a construit, a eu l'autorisation, mais je vous parle des anciens maires, d'être dans l'arrondi du rond-point du Bruguet, à côté de Super U, et sur le petit passage piétonnier qu'ils ont chez eux, rue des Cévennes. Donc, M. Bayonne était très âgé, je m'étais déplacée, j'avais été le voir, il était souffrant, je n'avais pas voulu insister, voilà. Par contre, on lui avait dit que quand il vendrait à quelqu'un son décès, à ce moment-là, il y aurait une régularisation. Ça y est, nous avons la régularisation. C'est pour ça que nous avons rencontré les propriétaires, la famille Roanne-Bordignon qui ont acheté, et nous leur vendons les parcelles, les 2 parcelles, au tarif que vous avez vu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut d'abord désaffecter et déclasser, pour que ça revienne chez eux, et bien entendu, il y aura des actes. Bien, merci. Pour le montant de 25 000 euros. Je crois que c'est la libération après, 25 000 euros. Voilà, moi j'ai fini. Non la suivante, c'est les 25 000, mais bon. Oui, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Bon, c'est la 44. C'est la 44, la délibération. Est-ce qu'il y a 43 et 44, on est d'accord pour les regrouper et pour les 25 000 euros. Les 2 marchent ensemble. On peut le passer aux voix. Qui vote contre? Est-ce qu'il y a des refus de vote? Des abstentions? Pas d'abstention, c'est voté à l'unanimité. Donc c'est adopté. Alors, Bruno, puisque Marie-Jo Alain est excusé, Bruno va vous présenter la programmation culturelle du Bascala pour la saison 23 et 24. Alors, on va création des tarifs pour la programmation culturelle du Bascala saison 2023-2024. Pour la saison 2023-2024, afin de séduire le public le plus large possible, le Bascala propose la programmation suivante. Donc vous avez toutes les dates avec les différents tableaux. Donc, il y a des programmations à l'intérieur. Vous voulez que je cite toute la programmation? Non? Vous avez des programmations donc, qui sont faites par la mairie, des programmations qui sont faites par des producteurs. Vous avez les noms des producteurs. Et donc, afin de favoriser l'accès au plus grand nombre, il est proposé la politique tarifaire suivante. Un tarif A, 15 € avec un tarif réduit à 10 €. Un tarif bon plan de 5 à 10 €. Un tarif B à 22 €. Un tarif réduit à 18 €. Un tarif bon plan de 8 à 18 €. Un tarif C avec un tarif unique à 5 €.
un tarif D 38 €, un tarif réduit 32 €, un tarif bon plan de 15 à 32 €, un tarif E à 10 €, un tarif réduit à 8 €, un tarif bon plan à 5 €. Donc il y a 5 grilles de tarifs, A, B, C, D, E, et dedans il y a des tarifs réduits, des tarifs bon plan. Voilà, donc le tarif réduit concerne les personnes de moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les titulaires de la carte privilège, les comités d'entreprise et les groupes à partir de 10 personnes et les partenaires. Le tarif bon plan permettra de proposer un tarif plus avantageux, notamment pour les spectacles dont le taux de remplissage est faible. Donc il est proposé au conseil municipal de créer les tarifs énoncés précédemment et d'autoriser monsieur le maire à prendre des décisions pour fixer le tarif bon plan lorsqu'il sera utilisé. Peut-être enchaîner sur les cartes cadeaux. Oui. Peut-être. En création d'une tarification pour des cartes cadeaux Bascala, vu la volonté de la municipalité d'étoffer l'offre de services proposée au Bascala, considérant la possibilité de proposer des cartes cadeaux qui permettraient aux personnes d'offrir pour un montant compris entre 10 et 50 € une carte permettant d'accéder au spectacle et des services proposés par le Bascala, il est donc proposé au conseil municipal de créer une tarification permettant de proposer des cartes cadeaux d'une valeur comprise entre 10 et 50 €. Il est proposé au conseil municipal de créer la tarification proposée ci-dessus. Bien, merci Bruno. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces deux délibérations culturelles? Après, l'idée de carte cadeau, je trouve que c'est une très très bonne idée. Oui, ça y est, au lieu de prendre un concert qui pourrait déplaire aux personnes, au moins... à Noël, pour prendre 30, 50 €. Tu voilà. as une enveloppe sur une carte cadeau. Et même nous, mairie, quand on doit faire peut-être un cadeau à une association ou quelqu'un qui le mérite, on peut offrir 50 €. Voilà, ça permet de valoriser le Bascala et en même temps, ça nous coûtera moins cher au niveau du budget communal. Oui, ça peut être intéressant. Hein? Ça permettrait d'avoir un choix plus large. C'est une bonne idée. Moi. Personnellement, je trouve. Messieurs, dames... C'est une question pour mémoire. Il n'y a pas eu à un moment donné au Bascala un tarif préférentiel pour les habitants de Bruguière? Avec la carte privilège. La carte privilège. Vous l'avez dans le bulletin municipal, monsieur Bourrier, que nous distribuons. Bientôt. Allez, on passe au vote. Donc, on regroupe la 45 et la 46, vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre? D'abord, est-ce qu'il y a des refus de vote? Vote contre, abstention, c'est voté à l'unanimité. Eh bien, écoutez, c'est adopté. Je crois que tout a été voté à l'unanimité. C'est assez rare, mais je suis ravi. Nous allons maintenant passer aux questions de l'opposition, si je les retrouve. Voilà. Allez, donc sur Écho et Merveille, bon. Nous saluons le succès du festival médiéval fantastique qui s'est déroulé à Bruguière. Ce mois-ci, la commune s'est investie dans la mise en œuvre de cette manifestation, qui est le bilan notamment financier. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, M. Bourri. Tout d'abord, je me réjouis, bien sûr, comme vous, de la réussite populaire de cet événement qui a réuni sur 3 jours environ 30 000 personnes, à peu près. Le bilan n'a pas encore été fait avec l'organisateur, ça va bientôt l'être, et je pense que dans les prochains jours, ça devrait être le cas. Il le sera dans les prochains jours ou semaines, nous reviendrons vers le Conseil en temps utile. La seule précision que nous pouvons vous communiquer à l'heure actuelle, c'est que la commune n'a engagé aucune dépense dans le cadre de sa préparation. Voilà, donc, oui, monsieur. Il semble que vous avez dit que si je ne me trompe pas, dans le 4 pages qui avaient été distribuées, vous avez dit que les employés communaux avaient participé au niveau du travail. Alors ça représente, si on va par là, ça représente un travail quand même. Hein. Hormis, je dirais, des heures en régie, ben oui, voilà. La mise à disposition de notre personnel, autant aussi policiers que c'est un peu comme la fête locale, voilà, comme le festival, c'est toujours... C'est pour ça qu'on précise que la commune a investi dans l'organisation de ce festival, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'avais une question anecdotique, peut-être, concernant la distribution de ce fameux 4 pages d'information qui n'a pas été distribué dans toutes les rues de Bruguière, notamment dans la rue de la Briqueterie, ce qui est assez paradoxal, puisque c'était une rue très passagère pour aller à ce festival. Écoutez, moi, c'est pas nous qui avons distribué. Donc, voilà. Non, c'est l'organisateur qui était chargé de la communication au travers des réunions de travail que nous avons eues avec lui. C'est l'organisateur qui était chargé de réaliser la distribution, qui a été faite pour partir rue de la Briqueterie. Il y a des gens qui l'ont eu, donc d'autres ne l'ont pas eu. Voilà. Bon, après.
Et ensuite, tous les frais inhérents seront payés par l'organisateur, notamment les déchets, les collectes, voilà. Donc nous, la mairie, on n'a aucune facture à payer concernant cet événement. Il y a effectivement la perception d'une participation financière en recettes au regard du nombre d'entrées. Complètement. Et là, on vous le dira aussi. Voilà. Il y a 1 euro plus la location du Bascala, bien sûr, sur 3 jours. Les 3 jours ont été loués complètement, complet. En payant ou il y a eu un accord pour partager On vous le dira, mais ça a été en payant. Et ensuite, on a tout l'espace public qui a été loué. C'est-à-dire tout l'espace public des 5 ou 6 hectares ont été loués aussi. Peut-être Bruno, si tu veux rajouter. Je voulais dire juste la location du Bascala est faite sur 3 jours avec plus de 1500 entrées par jour pour l'organisateur. Et après, il y avait le festival off que vous avez pu voir avec plus de 150 exposants sur la base de loisirs. Donc c'est un très très bel événement. Alors, évidemment, il y aura des retours positifs et négatifs. Il faudra travailler là-dessus pour améliorer. Mais pour la ville de Bruguière, 30 000 personnes pour une ville de 6 000 habitants, c'est un bel événement. C'est bien de le souligner parce que je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait. On entend beaucoup d'avis négatifs, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un festival, 30 000 personnes sur 3 jours, c'est pas partout, quoi. Donc, il n'y a pas eu de débordement particulier. Il y a eu quelques problèmes de circulation. On a effectivement identifié des points d'amélioration, comme il y en a pour la fête locale, comme il y en a pour d'autres, quoi. Voilà. Donc, je suis quand même. Enfin, moi, je trouve que ça a été un gros travail d'équipe. Hein. J'étais d'astreinte ce week-end-là, mais très honnêtement, il y a une équipe qui a super bien bossé sur l'aspect sécurité. C'était très bien organisé. Les organisateurs, eux, avaient mis, je pense, sont très professionnels. Après, il y a des calages. Voilà, ça fait partie du débrief qu'on doit faire. Et donc, bon. Comme toute manifestation, et pour la fête locale, il y a eu aussi parfois des calages à faire, on les a fait, quoi. Voilà. Et je pense qu'ici, personne ne dit que c'était pas un festival. Non. On l'a écrit, on le dit et on le répète. Bon, après, il y a des réglages à faire pour que la prochaine fois, ça puisse aller encore mieux que cette fois-ci, sachant que ça s'est bien passé. Après, les réactions des gens par rapport à la gêne, par rapport au bruit, bon, ben, dans ce cas-là, on peut aller petit dans le désert, on aura peut-être moins de bruit encore, peut-être. Ça, je vais l'écrire. C'est bien, ça. Ça, on va le mettre dans le PV, ça, monsieur Bruy. Que les gens aillent dans le désert, oui. Avec de l'eau. Non, je fais ça. Bon, tout le monde est unanime pour dire que c'est une belle manifestation. Voilà, qu'il y aura un bilan financier qui vous sera donné en temps et en heure, dès qu'on aura vraiment les chiffres précis. Question suivante, ATSEM. Alors, plusieurs parents d'élèves nous ont fait part de leur interrogation concernant l'affectation pour la prochaine rentrée scolaire d'un nombre de postes d'ATSEM inférieur au nombre de classes. Qu'en est-il exactement? Notre réponse, nous mettrons fin à la rentrée de septembre 2023 au principe d'un ATSEM à temps complet par classe. Nous avons lancé une réorganisation du temps de travail des ATSEM selon les temps forts et faibles de l'enfant. Il n'y aura pas donc de classe sans ATSEM. Ça sera, on va réguler, voilà, pour faire simple. La construction de l'école des 4 saisons et la réa de la cantine du premier groupe scolaire représente un investissement qui dépasse les 7 millions d'euros. En fonctionnement, cela représente un montant supérieur de 190 000 euros par an, avec notamment 4 créations de postes que vous venez de voter. Enfin, notre majorité mène une action volontariste dans le domaine de l'enfance et jeunesse, avec une navette associative, je le rappelle, mercredi, pour faciliter les activités sportives et culturelles des enfants. Le remplacement des ATSEM lors des absences, ce qui est aussi une avancée. L'éveil musical des enfants assuré par un agent municipal. Vous savez, c'est Caroline. Voilà, pour montrer aussi que nous faisons pas des efforts, mais nous avons une véritable action volontariste dans ce domaine de l'enfance et de la jeunesse. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Je ne veux pas en faire un débat, monsieur Bourri, parce que ça serait trop long. L'autre question qu'on n'a pas développée, on aurait pu l'écrire, hein, la question périphérique, c'est de dire on va avoir 2 ATSEM sur la nouvelle école maternelle de 3 classes, et on aura donc 5 ATSEM sur l'école maternelle ancienne. Après, on dira, pour l'instant, on va tourner. Non, mais je vous le dis par expérience. Il n'y a pas une école qui aura moins d'ATSEM que l'autre. Ce n'est pas une question de moins ou de plus, c'est qu'avec 3 classes, il est plus compliqué d'organiser le service
d'accompagnement qui est celui que produisent les ATSEM que quand il y a 5 classes. Après, donc il faut peut-être Bourri, réfléchir Bourri, autant sur les classes de grande section, il peut y avoir effectivement un temps d'ATSEM moins important, parce qu'on développe l'autonomie des gamins qui ont 5 ans pour aller au CP, c'est la moindre des choses. Autant dans une école de 3 classes où on a des petits, des moyens qui vont avoir besoin effectivement d'une présence assez importante de l'ATSEM, voire en permanence. Donc peut-être que s'il y en a une de moins dans vos projets, après vous en discuterez avec les parents d'élèves, hein, c'est peut-être pas sur l'école, la nouvelle école, qu'il faut réduire le nombre d'ATSEM. C'est peut-être sur l'autre. Hypothèse que je vous verse. Vous y réfléchirez, la rentrée n'a pas eu lieu encore. Il y a une commission. Ensuite, on attend de savoir exactement le nombre d'enfants qui seront là-bas. Il y en aura peut-être moins aussi. On aura peut-être des classes à 25-26. Donc moins d'enfants veut dire aussi peut-être moins de travaux. Hein. Si, quand même. Voilà, on va laisser faire. Hein, et on a dit aussi qu'on fera un point dans 6 mois quand l'école aura aussi démarré. Et il y aura d'autres ajustements. Voilà, on ne va pas s'affoler. Donc l'idée que tout le monde a bien travaillé dans l'esprit dans lequel nous sommes. Pas forcément aussi un esprit d'économie, mais pas uniquement. Il y a un esprit aussi de coopération. Voilà, donc laissons faire les choses et après on reviendra vers vous si vous avez d'autres questions à la rentrée. Donc il faut revenir, c'est qu'un certain nombre de parents ne sont pas... Et je crois avoir compris qu'ils devaient vous écrire pour vous faire part de on va leurs expliquer aux questionnements. parents. Je crois qu'il y a des réunions qui sont prévues par les élus concernés, des délégations. On expliquera aux parents exactement comment on va procéder en septembre à l'ouverture du deuxième groupe. Et j'espère qu'on aura aussi fini les travaux de réa de la cantine. Voilà, on est aussi dans les travaux. Voilà, tout le monde est concerné et bien. Donc laissez-nous un petit peu le temps de mettre en place les dispositions que nous prévoyons. Sur la fête de la Libération, la commune s'est investie dans la mise en œuvre de cette opération. Quel bilan, notamment sur le plan financier, même cas de figure, M. Bourri. Donc bien sûr, je me réjouis également de la réussite de cet événement. On a eu deux événements de grande qualité à 8 jours d'intervalle, qui a permis de faire vivre le devoir de mémoire de façon différente, notamment auprès des scolaires. Le bilan ici n'a pas encore été fait par l'organisateur. Madame Audoui et l'association Militari n'a pas encore fait de bilan. Il le sera dans les prochaines semaines et nous reviendrons vers le Conseil en temps utile, comme pour le Festival Éco et Merveilles. C'est le même cas de figure, on fera des fiches. Mais je tiens aussi à remercier les élus et services qui ont contribué au succès de cet événement, parce qu'on a eu quand même 2 événements en peu de temps. Et je pense que tout le monde a fait le nécessaire dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Entretien des fossés réalisé par une entreprise privée. Allez, on revient un petit peu sur les fossés. Il s'avère que l'entreprise Pinson a réalisé récemment l'entretien du fossé Impasse des Palanques. Au-delà de la mauvaise qualité du travail réalisé, végétaux coupés, laissés dans le fossé, pratique que nous avons soulignée en conseil municipal à plusieurs reprises. Nous nous interrogeons sur cette intervention d'une entreprise privée pour réaliser un service jusqu'alors effectué par des agents territoriaux. S'agit-il d'un signe actant la privatisation de ce service public d'entretien des fossés, à l'image de la privatisation de certaines lignes de bus relevant de la compétence de TCO? À quel moment le Conseil métropolitain a-t-il voté ce transfert pour concéder à des entreprises privées un service public? De quelle manière notre Conseil municipal est-il ou sera saisi de ces évolutions? Bien, alors votre question est intéressante car elle synthétise à elle seule votre incapacité à analyser les situations de façon pragmatique pour y plaquer encore et toujours vos œillères et marottes politiques. Là, c'est notre façon de voir les choses. Premièrement, l'entretien de ce fossé n'est pas de la compétence de Toulouse Métropole, mais de la compétence de la commune. Deuxièmement, le fauchage de ces fossés fait l'objet d'un marché public attribué à l'entreprise Pinson depuis 3 ans. Avant, je crois qu'on avait un espace vert petit, il me semble. Nous, on est passé à Pinson depuis 3 ans. Le conseil municipal en a régulièrement été informé lors de sa séance du 21 septembre 2020, dans le compte rendu des décisions du maire, décision 2020-07-713. Troisièmement, c'est un choix pragmatique que nous avons fait avec les agents de services techniques. D'une part, cela nous épargne les coûts d'entretien du matériel adéquat, de type épareuse. Je crois que nous n'avons plus d'épareuse, je crois, sur la ville, nous en avions, avec des coûts d'entretien colossaux. Donc maintenant, on a fait ce choix de sous-traiter. D'autre part, cela permet de redéployer nos agents sur d'autres missions, et Dieu sait s'il y en a, comme l'entretien d'autres espaces verts communaux, comme la base de loisirs, encore l'embellissement de certains ronds-points,
comme celui de l'entrée de ville ou celui de Rochefort. Ça a été fait par nos services. Enfin, comme dans toutes les campagnes de fauchage, les résidus sont laissés sur place car ça coûte moins cher et reste bénéfique à la biodiversité. Voilà. Donc, comme partout, vous pouvez aller voir, on donc des petites parcelles et on laisse l'herbe pousser, ce que je partage totalement, je dirais, ce fait-là. On passe au point 5, transport public desservant notre commune, suivi des questions posées lors d'un conseil précédent. La réorganisation des transports publics par bus en septembre 2022 s'est traduite par une régression de la qualité et de l'efficacité de l'offre existante pour les usagers. Quand et de quelle manière ces transports publics seront-ils améliorés? Une réunion avec les services TCO s'est tenue en février pour analyser les données de fréquentation des premiers mois de la réorganisation des lignes de bus dans le nord toulousain. Il est apparu que le nombre de validations quotidiennes à Bruguière, mais aussi à Castelginès, stagne, alors que dans le même temps, ils augmentent dans les autres communes du secteur. Nous leur avons également fait part de nombreuses remontées des habitants. On leur a fait donner tous les courriers que nous avions reçus. Nous avions fait un registre à l'accueil de la ville, ce qui a été donné, je dirais, au service de M. Latte, et ici présent. Ils se sont engagés à approfondir leurs études pour mettre en place des améliorations à la rentrée prochaine, dont nous devrions avoir une communication cet été. Pour rappel, dès le mois de novembre, grâce à nos bonnes relations avec le président TCO Jean-Michel Latte, nous avions obtenu un ajustement des horaires et une rotation supplémentaire pour le transport scolaire dans le lycée Toulouse-Lautrec. Voilà. Et j'ai encore relancé mercredi matin les services TCO pour faire une réunion en juin ou juillet sur ce sujet, puisqu'on n'a pas eu de retour encore sur les choses demandées pour la mise en place à la rentrée 2023. Voilà. Donc on est conscient que nous avons encore des améliorations à faire et à trouver. Voilà, donc c'est une pression permanente qu'on met sur TCO pour améliorer le quotidien, je dirais, de nos concitoyens qui habitent Bruguière et surtout pour les jeunes. Voilà, on pense surtout aux jeunes qui vont dans les lycées ou autres. Ce sont eux qui doivent en premier lieu bénéficier, si le cas était échéant, de rotations supplémentaires ou complémentaires ou d'améliorations dans les horaires. Ensuite, végétalisation des espaces publics. La dernière, M. Bourri, la végétalisation de la place publique principale de Toulouse devrait être revégétalisée. Ce que je ne savais pas. Oui, donc, à l'avenir. Ne serait-il pas possible d'envisager d'en faire demain pour notre place principale, place de la République, qui a été conçue et réalisée il n'y a pas si longtemps que ça, et dont la superficie est très anciennement minéralisée. Alors, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, envisage en effet, pour disposer des arbres en pot autour de la place du Capitole. D'autres projets plus ambitieux, comme disposer en voile au-dessus de la place, à l'image des villes andalouses, a été rejeté par l'architecte des bâtiments de France, qui refuse tout ombrage sur la façade. Concernant le cœur de ville de Bruguière, non. Les arbres qui ont été plantés il y a 5 ans se développent, ainsi que la glycine que vous avez au niveau du château. Ou même la végétalisation au niveau de la mairie, de la salle du conseil municipal. Aucun autre projet de végétalisation pérenne n'est pour l'instant à l'ordre du jour pour le cœur de ville. Voilà, donc pour l'instant, c'est comme ça. Ça peut évoluer en fonction des demandes et notamment du responsable qui est remuant aussi de ce secteur si un jour nous avions un budget et des idées là-dessus, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Des idées, mais on n'a pas le budget peut-être. Bien, écoutez, M. Bourri, oui, pour terminer. L'avantage de ces questions, ça permet d'avoir des éléments d'information que nous ne possédons pas et qui ne sont pas du tout communiqués. Donc, merci pour vos réponses, d'une manière générale. Quant à l'entretien de la voirie et des fossés, parfois, on a eu une réponse comme quoi c'était la métropole qui s'en occupait, et parfois, c'était la commune. Donc, il faudrait qu'on clarifie un petit peu les choses. Le fameux fossé parallèle à l'avenue des Pyrénées, qui n'était pas entretenu et qui ne l'est toujours pas trop. On reprendra les PV et les enregistrements. La réponse nous avait été donnée comme quoi c'était de la compétence de la métropole. Donc il va falloir nous donner des réponses. Alors peut-être que selon les voies, selon les quartiers, selon les endroits, l'entretien n'est pas à la charge soit de la métropole, soit... Je vais vous répondre, parce que Philippe Coste n'est pas là, mais comme je m'occupe du domaine public, c'est sur ce parti que je vous réponds. C'est très compliqué. L'autre jour, il y avait Pierre Bertorello avec moi, nous avons reçu la métropole, nous avons reçu GEMAPI, et il y avait la mairie. Donc c'est fait déjà, il y a 3 intervenants.
Ensuite, vous avez des fossés qui appartiennent également à des propriétaires, en entier ou pour partie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Moitié-moitié. D'autres, ce sont des... Comment ça s'appelle? Alors, ils les appellent parfois des ruisseaux. C'est très compliqué. L'État nous a envoyé un plan. Franchement, même la GEMAPI nous a dit, écoutez, il y a quelque temps, on pensait que c'était nous. On vient de recevoir un document de la préfecture qui nous dit que finalement, c'est pas eux, ça revient chez nous. Enfin, pour vous dire que vous ne comprenez pas, mais nous non plus, et je pense que c'est assez compliqué, tout ce qui est ruisseau, fossé, franchement, tu buses pas, parce que ça aussi, tu buses pas. Madame, la description que vous faites démontre quand même que ce n'est pas clairement défini. Ce n'est pas clairement défini. Les compétences et la répartition des compétences, dans notre système français, pourtant, est écrit et fait l'objet de textes et de lois et de décrets, enfin d'applications. Mais là-dessus, on n'est pas au clair, puisque ça semble assez confus. Absolument. Donc, en fonction du statut du fossé, pour ne parler que du fossé... oui, ben, quand vous arrivez, vous dites il y a un fossé, on vous répond ah non, là c'est un. Oui, si c'est un fossé mère, c'est quelqu'un. Si c'est. D'accord. Bon, mais il faut qu'on arrive à le clarifier parce que les habitants qui sont au bord des fossés ne comprennent pas. Quant à l'entretien des fossés en pleine campagne, laisser l'herbe, c'est pas gênant, il n'y a pas d'habitation. Donc la faune, y compris les moustiques, ne vont pas attaquer. Si ce n'est le bétail qu'il pourrait y avoir, si tant est qu'il y en ait. Là, on a des fossés où il y a des habitations de l'autre côté du fossé. Donc, le fait de laisser pourrir de la végétation ne fait que amplifier la stagnation d'eau et le développement de moustiques, je pense, pour l'été. Partout. Ben, moi, je voudrais apporter une précision. On ne pourrait pas me démontrer le contraire. Hein. Ben, peut-être qu'on va vous démontrer le contraire. En fait, il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des gens, et c'est pas aussi confus qu'on peut le penser, puisque on a effectivement rencontré les services de la métropole et GEMAPI. Il faut partir d'un principe que c'est que sur la commune, comme partout en France, il y a une raréfaction de l'eau. Donc il y a en fait certains fossés qui avaient de l'eau et qui n'en ont plus. Donc le constat et l'évaluation des services de l'État fait que, en fonction de la présence d'eau ou pas, effectivement, ça va changer la classification et annuellement, finalement, ils regardent un peu cet état-là. Vous avez sur la commune aujourd'hui certains fossés où il n'y aura plus d'eau du tout dans 1 ou 2 ans. Donc ça ne sera plus des fossés. Voilà. Donc c'est pas aussi. Enfin, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très sérieusement. Garder un fossé avec un peu d'eau, des grenouilles et un peu d'herbe, ça s'appelle de la biodiversité. Et ça permet également, quand il y a des grenouilles, de manger les moustiques. Voilà. Donc, et donc les fossés, ça s'entretient. Ouais, mais c'est comme ça que c'est appréhendé. Il faut pas. Il y a des gens dont c'est le métier, monsieur. Il manque les grenouilles, je pense. Hein. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'approximation. Il y a des gens qui bossent sur le sujet. Il y a des déclassements de fossés. Il y en a plein qui bossent sur tous les sujets. Ils sont compétents, ils cherchent à trouver des solutions. Mais en attendant, on s'aperçoit, pour évoquer ça depuis 3 ans au moins, qu'on a des réponses différentes. Et le bilan, c'est que ça ne bouge pas, puisque l'entretien ne s'améliore pas. Après, ça bouge, parce que entre 2 et 3 ans, ça reste de votre appréhension. Il y a 5 ans, voilà. 5 ans, vous pouvez buser, un peu plus buser des certaines. C'est pas de mon appréhension, c'est les personnes qui habitent sur place nous relancent pour nous dire la même chose. Alors, je sais il y a des fossés qu'on ne busera jamais. Voilà, pour être très clair. Monsieur Bertorello ne répondait pas avec une autre réponse. Je vous demande pas de buser tous les fossés. C'est l'entretien régulier des fossés pour laisser le milieu naturel se développer. Mais quand on est dans un milieu urbain, et une commune comme Bruyères est en train de s'urbaniser, ça nécessite d'avoir un entretien certainement d'une autre nature qu'en pleine campagne. Bien, écoutez, je ne pense pas. On va regarder au plus près. C'est compliqué. Moi, je suis président du syndicat de l'Hers, je vous dis que dans l'Aude, jusqu'à par là, on parle des chevelus, tout, voilà. Pour classer les fossés, c'est très compliqué. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci.